Monsieur Villepelet, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre pour cette petite heure de discussion, de débat et de réflexion. Vous avez donc, c'est la règle, une dizaine de minutes, plus ou un petit peu plus ou moins, pour présenter votre projet, le représenter, et ensuite on vous posera un certain nombre de questions dont je vais vous donner quelques idées, quelques-unes, mais c'est pas, ça ne nous dit pas pour les autres questions. Voilà, je vais la parole. Très bien. Alors, l'innovation, la recherche, la conversion des progrès techniques en innovation et la capacité à protéger nos savoirs seront les armes les plus efficaces et les plus importantes dans la bataille que se mèneront les pays et nations au XXIe siècle. Or, la France est un pays riche scientifiquement. Elle a toutes les cartes en main pour réussir industriellement. On a des chercheurs, on a des ingénieurs, on est le deuxième pays le plus récompensé en mathématiques par les prestigieuses médailles Fields. Pourtant, notre beau pays voit ses forces émigrer, voit ses chercheurs partir aux États-Unis, voit en Californie. Par exemple, je vais vous donner une anecdote. J'ai rédigé le programme présidentiel. La personne qui m'a aidé sur les scientifiques, c'était un petit jeune, un mec qui bossait dans l'intelligence artificielle. Malheureusement, il était patriote, il était chez Debout la France. Et Tesla lui a proposé $100 000 pour partir en Californie. Il est parti. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous bossez dans votre garage pendant des années, et qu'une grosse entreprise vous propose X dizaines de milliers de dollars, et bien là, vous partez. Et en France, on est incapable de retenir les cerveaux. Et c'est extrêmement dommage. La France ne sait pas valoriser son excellence scientifique. Du temps de Gaulle, du temps de Pompidou, on savait, mais là, on ne sait pas. La France peut se réindustrialiser, donc à condition de capitaliser sur ses points forts. Comme je le disais, ses ingénieurs, ses chercheurs. Elle peut recréer une production qui ne pourra plus être délocalisée en verrouillant ses efforts d'innovation à l'aide notamment d'un vrai outil pour protéger les brevets industriels et mettre en place un cercle vertueux permettant à l'innovation de créer des emplois pérennes. Là, c'est extrêmement important. On parle de préparer la France de 2050. Ça doit être ça l'enjeu de cette élection. Préparer enfin la France au futur, préparer enfin la France à 2050. Et malheureusement, pour l'instant, on entend parler de quoi, on entend parler des affaires. Aucun des candidats n'a un programme sérieux pour l'innovation. Si c'était une collègue pour Agnan. Non, mais plus sérieusement, il est dramatique que ces sujets soient totalement mis sous le tapis. Parce que par manque de vision, par manque de vision à long terme des divers candidats. Nous, dans l'innovation, on a un programme en 2 points. Le premier, c'est investir dans le capital humain pour donner à la France les moyens de son ambition et éviter la fuite des cerveaux. Tout d'abord, l'enseignement et la formation doivent enfin préparer les Français aux industries du futur. L'innovation aura d'autant plus de chances d'éclore si la société dispose de ressources abondantes en matière grise. L'éducation doit permettre de démultiplier les effets d'intelligence dans tous les domaines de la vie, car elle transmet le savoir en s'affranchissant des générations. Le système d'éducation doit permettre à tous les enfants de recevoir des outils leur permettant de réussir leur vie dans la société, sachant que l'intelligence de la main est tout aussi gratifiante, sinon plus que l'intellectualisme qui souvent ne mène à rien. Quelques propositions très concrètes pour améliorer notre système d'éducation. Revaloriser le métier d'enseignant par l'augmentation des salaires. Ça me paraît quand même une première étape. Pour mémoire, un enseignant qui a son CAPES, son premier salaire, c'est un SMIC. C'est assez léger pour des gens qui doivent former notre jeunesse, c'est extrêmement léger. Donc, il faut également améliorer l'orientation et cartographier l'ensemble des emplois industriels concernés par la transformation technologique afin d'adapter nos forces vives à l'automatisation et à la relocalisation si elles type d'en découler. On entend un candidat socialiste, M. Hamon, pour ne pas nommer, parler de taxation des robots. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? On ne peut pas taxer l'automatisation, taxer le robot, au contraire. Il faut utiliser l'automatisation. Il faut monter en gamme, il faut que nos produits montent en gamme. Il ne faut pas taxer le progrès, ça n'a pas de sens pour nous. Il faut inclure dans les études supérieures des modules dédiés à la cybersécurité. Il faut tourner l'apprentissage vers les métiers d'avenir.
Deuxième point, dans le capital humain, j'en ai parlé, éviter la fuite des cerveaux et faire de la France le paradis des chercheurs. Il est extrêmement important à nos yeux d'atteindre très vite les 3% du PIB en recherche et développement. On est à 2,2, les Allemands sont à 2,8, les Coréens sont à 3,5 je crois. En un mot, c'est une priorité absolue d'investir dans la recherche. Sans la recherche fondamentale, on n'aurait pas l'électricité, ni le web, ni le GPS, ni les radioisotopes pour le diagnostic et le traitement du cancer. Or, comme je le disais, la France est incapable de retenir ses chercheurs. Rémunérer un chercheur à l'ancienneté n'est clairement pas un choix justifié quand on sait que les jeunes années d'un chercheur sont les plus productives. Les salaires doivent trouver un équilibre entre l'ancienneté du chercheur et son évaluation en termes de citation de ses travaux et d'exploitation de ses brevets. Quelques propositions pour accompagner les chercheurs. Créer un fonds doté de 500 millions d'euros par an permettant de financer la création d'entreprises par des chercheurs universitaires. Je vous parlais de l'exemple de ce jeune chercheur qui m'avait aidé à faire le programme d'innovation. Il est parti. Il est grand temps de créer une allocation. Les modalités précises sont définies, peut-être 2 000 euros par mois, je ne sais pas, pendant 2 ans, pour permettre à un jeune chercheur qui a une idée de la développer. Il faut également favoriser d'urgence l'activité des business angels, mais aussi des capital risqueurs, en allégeant la fiscalité et en les incitant à appuyer les entrepreneurs le plus tôt possible. On a 2 grandes mesures pour ça. Permettre de déduire 100% de l'ISF. On ne veut pas supprimer l'ISF, mais on veut permettre de déduire 100% de l'ISF pour l'innovation dans des PME innovantes. Et PME innovantes et produisant en France également. Il y a les 2 volets. Ça, c'est 5 milliards qui peuvent être mis du jour au lendemain pour les PME innovantes. 5 milliards, c'est l'ISF. C'est ce que rapporte l'ISF. Également, il faut alléger la fiscalité qui fait fuir les investisseurs. Vous n'avez pas échappé que Nicolas Dupont-Aignan n'avait pas l'habitude de prendre pour exemple l'Allemagne, mais néanmoins, le modèle allemand applique un taux de 26,38% à tous les investissements en capital. Nous, on propose de revenir à une taxation forfaitaire de toutes les plus-values inférieures à 25%. François Hollande a aligné le revenu du capital sur le revenu du travail, comme vous le savez sans doute. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un investisseur, en général c'est quelqu'un qui a un peu d'argent, qui va investir dans des sociétés, dans des nouvelles sociétés, dans des PME innovantes, il sera taxé sur ses plus-values à la tranche maximale, qui doit être de 42 ou 45%, je me souviens. Donc ça, pour le coup, c'est pas possible. Nous, on dit la taxation sur les plus-values, sur les investissements, elle ne doit pas être supérieure à 25%. On veut également évaluer les chercheurs davantage, je l'ai évoqué, au nombre de citations de leurs travaux et d'exploitation de leurs brevets. Sur la question des brevets, la France doit beaucoup mieux protéger ses brevets. La France a déposé, on avait des statistiques de 2011, 4 fois moins de brevets que le Japon et 2 fois moins de brevets que l'Allemagne. Quand on sait qu'en parallèle, je l'avais dit en introduction, on était numéro 2 au monde de Medial Fields, on s'aperçoit que quelque chose qui ne va pas. Cette faiblesse, elle s'explique par une recherche française publique performante mais faiblement productive de brevets, par des entreprises privées, certes mieux sensibilisées à la propriété intellectuelle, mais actuellement 40% des brevets déposés ne sont pas exploités. De plus, ces entreprises sont parfois le vecteur de l'hémorragie de brevets qui s'opère en France. Un exemple concret, l'entreprise Aldebaran Robotics, concepteur de robots, elle a été rachetée par un groupe japonais qui s'appelle SoftBank en 2014. Tout l'actif créé dans cette société a été perdu du jour au lendemain. Tout le savoir industriel a été perdu du jour au lendemain. Donc quelques autres propositions pour les brevets, j'accélère un peu parce que je sens que je vais un peu long. Il faut valoriser et motiver au sein des laboratoires d'entreprise les chercheurs et ingénieurs disposant des brevets de qualité par le versement de royalties sur leur exploitation industrielle. Il faut mieux former les futurs ingénieurs et chercheurs à la question du brevet. Il faut également protéger les brevets qui ont été subventionnés par le crédit impôt recherche. Ça, c'est quelque chose d'assez important, même très important dans notre programme, notamment économique. On veut réserver toutes les baisses d'impôts, toutes les baisses de charges aux entreprises qui produisent en France. Et de façon corollaire, quand une entreprise est subventionnée par le crédit impôt recherche et qu'un brevet est créé et déposé dans ce cadre des subventions du crédit impôt recherche,
il n'est pas question qu'ils s'en aillent. Sinon, les gens remboursent ce qu'on rembourse les subventions du crédit impôt recherche. Voilà. Deuxième grand point, accompagner l'innovation au service des entreprises. On veut bâtir un État stratège qui ciblera les technologies les plus cruciales des 30 prochaines années. Il faut investir d'abord dans les infrastructures et le numérique. Il n'est pas normal à l'heure actuelle qu'on ait des zones en France où il n'y ait pas de téléphone, où il n'y ait pas d'Internet. Comment voulez-vous que ces zones-là, souvent en France, exclusivement en France périphérique, se développent si elles n'ont pas d'Internet, si elles n'ont pas de téléphone? C'est pas possible. Il faut déployer la fibre numérique partout en France, Il y a un plan très haut débit qui est lancé en 2013. On y va trop lentement et on laisse les départements avoir la responsabilité de porter ce plan de transformation numérique. Donc il faut que l'État, c'est à l'État de s'occuper de ça. Et on veut que l'État prenne la part financière des départements dans ce plan-là et investisse 3 milliards supplémentaires sur ce plan de déploiement de la fibre. Il faut également poursuivre la numérisation de notre État. À mettre en place notamment un fonds public pour l'automatisation des processus administratifs, poursuivre la collecte, le traitement et la valorisation des données sur le territoire. Le numérique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le numérique, l'intelligence artificielle, si on ne fait rien dans ce domaine, si on ne fait rien dans les mathématiques quantiques, nous serons, dans 50 ans, l'équivalent du Zimbabwe en termes d'informatique quantique. Il est urgent de réagir. Quelques exemples de nouvelles technologies dans lesquelles nous souhaitons investir. Vous savez que le nucléaire pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de déchets dont on ne sait pas que faire. Et il y a des écologistes sectaires qui nous expliquent qu'il faut renoncer au nucléaire, qu'il faut revenir à moins de 50%, voire tout arrêter. Les Allemands tentent de faire ça. Ils ont remplacé le nucléaire par le charbon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une pollution massive. Une partie de la pollution de Paris est directement due à l'exploitation du charbon par nos amis allemands, qui viennent nos ennemis pour le coup. Les Allemands nous envoient les pollutions liées à leur charbon. Il est hors de question pour nous de revenir au charbon. Il est urgent de revenir sur cet objectif absurde de 50% de notre énergie au nucléaire. Nous proposons de revenir sur cet objectif, de faire un nucléaire de 4e génération plus propre et plus sûr, en nous appuyant sur une nouvelle technologie. Elle n'est pas nouvelle d'ailleurs, malheureusement, les Chinois et les Russes l'exploitent déjà, c'est le thorium. La fission nucléaire du thorium. Et on nous propose de construire le premier prototype de réacteur nucléaire au thorium d'ici à 2030, afin de viser une industrialisation à l'horizon 2060. Ça mettra 30 ou 40 ans. Malheureusement, comme la France a pris beaucoup de retard dans cette technologie, rien n'est lancé. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faut maintenant trouver le successeur au nucléaire à l'uranium. Et nous pensons que c'est le thorium. Le thorium, il y en a pour plusieurs siècles en France. Des ressources en thorium. On n'aura même pas besoin d'importer le thorium, il y en a sur le sol français. Le thorium permet également il y a des déchets, mais les déchets sont réutilisés dans la filière thorium. Donc pour le coup, on n'a pas des déchets comme avec l'uranium dont on ne sait que faire. Donc le thorium, c'est quelque chose dans lequel on veut massivement investir. Je ne l'ai pas dit au début, on propose un grand plan pour la recherche et l'innovation de 5 milliards supplémentaires par an. Ça fait une enveloppe de 25 milliards simplement pour les nouvelles technologies que je vais détailler. Donc il y a le thorium. Il y a, je l'ai évoqué rapidement, les nouveaux systèmes informatiques, les ordinateurs quantiques notamment, le stockage d'énergie qui est un enjeu fondamental pour découpler les lieux de production d'électricité de leur lieu de consommation. Alors, nous sommes assez contre l'éolienne terrestre. L'éolienne offshore font en difficulté, mais l'éolienne terrestre est totalement opposée à ça. On va être très clair là-dessus. Mais le stockage d'énergie, ça peut être extrêmement utile, notamment dans les filières houlomotrices, notamment, pour permettre de créer de l'énergie d'un côté et la transporter jusqu'au lieu où l'énergie est consommée. Donc les nouveaux systèmes informatiques, les supercalculateurs. Supercalculateur, le plus grand supercalculateur du monde, a été intégralement construit en Chine, laquelle fournit de grands efforts dans le domaine du supercalcul depuis une dizaine d'années. Dans le top 5 des supercalculateurs les plus puissants en 2016, la Chine règne désormais en maître avec 167 machines.
il est urgentissime, nous devons nous bouger, c'est urgentissime. Il faut se demander, est-ce qu'on va être perpétuellement une économie d'imitation ou une économie d'innovation? Nous, clairement, on fait le pari de préparer la France à être une économie d'innovation, chose qui n'est malheureusement pas faite depuis quelques années, qui est mal faite, depuis quelques années. Il faut, de manière plus générale, permettre aux entreprises de reconstituer leur marge pour se moderniser. Je l'ai évoqué, il faut absolument restaurer les marges de manœuvre des entreprises et diminuer le coût du travail, mais pas pour tout le monde. Nous, on n'est pas comme le gouvernement actuel qui a fait ce CICE, où on s'occupe des aides au gré des vents et de la démagogie. Le CICE, ça a profité à qui? À la Poste, à la grande distribution. Ben, c'est pas ça qu'on veut, très clairement. Nous, on veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, favoriser uniquement les entreprises qui produisent en France. On réorientera les 20 milliards du CICE vers des baisses de charges patronales en direction des entreprises exposées à la concurrence internationale. On créera un fonds d'aide aux entreprises doté de 10 milliards d'euros qui attribuera des aides à l'investissement en échange d'une implantation de nature à rééquilibrer le territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise viendra nous voir en disant, pour une entreprise ou qui relocalise, même qui travaille en France, peu importe, qui nous dira, on aimerait bien avoir une aide de l'État sur une entreprise industrielle. On aimerait bien avoir une aide de l'État, nous on dira, on va très bien, je vous donne cette aide, mais vous allez vous établir à Creuse, dans la France périphérique. C'est aussi une manière de ramener le territoire. Subventionner massivement les entreprises qui veulent s'implanter dans des zones de nature à rééquilibrer le territoire. On veut également baisser de moitié le taux d'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis en France. On veut également favoriser les PME-TPE. Les PME-TPE crèvent des normes qui les étouffent. Zéro nouvelle norme, zéro nouvelle taxe, zéro nouvelle réglementation pour les TPE-PME. Il faut mettre fin à l'instabilité réglementaire et opérer une profonde simplification des réglementations juridiques existantes. Pour information, on avait compté, il y a plus de 230 taxes et cotisations dont la collecte coûte 5,2 milliards d'euros par an et complique la vie de l'État. Non seulement il y a un impôt juridique que payent les entrepreneurs, mais aussi l'État perd 5 milliards d'euros par an à collecter toutes ces diverses taxes, tous ces divers on veut également relever de 50% les seuils sociaux pour nos entreprises afin de faciliter la vie des TPE-PME. Quand on regarde les structures d'emploi d'une entreprise, on s'aperçoit qu'il y a des blocages à 19, à 49. Ça, c'est pas possible, c'est absurde. Il est grand temps de relever ces seuils sociaux. Et enfin, on veut également nommer un dirigeant de PME, ministre de l'économie. Je pense que le reste, ça fait combien de temps à peu près? On est bien. Oui. Je pense que je viendrai sur le reste au fur et à mesure des questions. Voilà. Merci de cette introduction qui a laissé apparaître un certain nombre de sujets, notamment sur la liaison recherche-innovation, et aussi surtout les grands programmes que vous lancez. Est-ce qu'il y a une première question sur ces sujets-là? Oui, complètement. D'abord, Christophe Rodamien, membre du Forum européen de politique d'innovation. Alors, beau programme. Première question, est-ce que vous avez un comparatif de la spécificité de votre programme par rapport à l'offre de François Fillon et de Emmanuel Macron? Et deuxième question, plus spécifique sur le domaine de la déduction 100% d'ISF, est-ce qu'il est prévu un accompagnement? Parce qu'en fait, des cas de déduction la limite de conseil pour choisir la qualité de l'investissement n'est pas simple pour l'investisseur. Alors, deux choses. Je vais être extrêmement clair sur la première question. Le programme de Emmanuel Macron, ce qui est bien, c'est qu'on lit rapidement. Vous pouvez aller sur Internet, ça se lit très très vite. Son petit fascicule, il fait 10 pages, il n'y a que des grands objectifs, il n'y a aucune mesure concrète. Et quand vous grattez un peu sur le site, ça reste à l'état d'objectif. Donc Emmanuel Macron parle vaguement du numérique, sinon on en parle pour le coup, mais sinon, il y a vraiment, c'est extrêmement léger. François Fillon avait, pour le coup, effectivement, j'ai fait ce travail-là, étant responsable du programme, je l'ai fait. François Fillon avait un beau programme pendant la primaire de droite, il faut le dire, un programme assez complet en tout cas. Il a tout amendé, il a gardé que les titres.
Donc maintenant, je ne vous cache pas que je ne sais pas très bien ce qu'il propose, puisqu'il n'a gardé que les titres des partis. C'est la vérité, c'est assez étonnant. Donc j'ai du mal à vous dire ce qu'ils ont précisément. Chez Marine Le Pen, c'est encore plus facile, il est à 144 tours. C'est encore plus léger. Donc vraiment, je suis désolé de dire, je pense qu'on a, je ne sais pas ce que ces gens proposent. J'ai regardé, j'ai été échec, je ne sais pas ce qu'ils proposent. Je vais même vous faire une petite confidence, c'est un tout petit candidat. À mon avis, l'autre qui a un programme d'innovation assez développé, c'est Cheminade. Parce que pour le coup, je parlais du thorium tout à l'heure. Nous, on a un chercheur au CERN de Genève. C'est au CERN de Genève qu'ils ont modernisé les techniques au thorium, qui travaille pour nous, qui nous a parlé du thorium. Il a dit, attends, Cheminade, il s'y intéresse aussi. Et donc, vraiment, alors peut-être que leurs représentants, je vous diront le contraire, ils feront de beaux exposés, mais pour le coup, je suis incapable de dire ce qu'ils proposent concrètement. En ce qui concerne l'ISF, donc vous avez compris, la grande différence avec ce qui se passe actuellement, c'est qu'on va faire sauter les plafonds. Là, actuellement, il y a des plafonds de déduction de l'ISF de mémoire de 45 000 € ou 50% de l'ISF total. Comment on fait sauter ces plafonds? Et donc votre question, c'est, vous payez l'ISF, et donc c'est comment je choisis une bonne PME. Est-il prévu un accompagnement technique, conseil Conseil de l'État, c'est ça? Non, pas de l'État, je sais pas, une forme d'assistance. Mais assistance à qui? À la personne qui choisit ou à l'investisseur? Pour le coup, je ne vais pas vous dire de bêtises. Le programme donne des grandes orientations et des mesures précises. Pour le coup, l'application, on y réfléchira au moment de l'application. Et pour le coup, voilà, c'est ça qui s'adresse aux PME innovantes et qui produisent en France. C'est ça le principal. Après ça, la mise en œuvre technique, on verra. Le financement, finalement, tout ce que vous proposez, ça engendre des dépenses supplémentaires, bien entendu. Tout à fait. Comment vous financez finalement? Comment on finance le programme? Le financement du programme. En tout cas, les points que vous avez cités qui engendrent quand même des dépenses bien anonymes. Ah, tout à fait. Tout à fait. Alors, donc la recherche, effectivement, c'est 5 milliards par an, donc ça fait 25 milliards pour la chambre du quinquennat. Préparer la France au défi de demain. Voilà. C'est au total 10 milliards par an. Ça fait plus que 5 milliards. On a 5 milliards pour accompagner l'innovation et faire de la France, comme Nicolas Dupont-Aignan le dit, le paradis des chercheurs. On a 2 milliards pour développer une écologie patriote, véhicules propres, isolation. On a 2 milliards pour soutenir l'agriculture et 1 milliard pour mener une vraie politique de la mer. Ça fait 10. Comment on le finance? On le finance par, d'une part, la diminution du train de vie de l'État et la fin des grands projets inutiles. Vous avez un projet, par exemple, qui s'appelle le Lyon-Turin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il coûte 26 milliards, pour être très précis, 12 pour la France, 10 pour l'Italie, 4 pour l'Angleterre. Le tunnel du Fréjus, et en termes de ferroutage, la ligne qui passe par le tunnel du Fréjus est occupée à 15%. Donc ça, pour le coup, c'est 12 milliards à économiser tout de suite. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, on est également contre. Il y a un aéroport à Nantes qui fonctionne très bien, c'est 1 milliard à économiser. Il y a toute une chose de projets totalement inutiles sur lesquels on peut économiser. Et également sur les dépenses de l'État. Nous, on veut supprimer les conseils régionaux. C'est pas négligeable, mine de rien, parce que vous dites oui, ça fait juste des conseils régionaux en moins. Non, c'est pas négligeable parce que ça fait aussi des hôtels de région à vendre, ça fait pas mal d'économies. On veut également économiser sur les dépenses de sécurité sociale. Les dépenses de sécurité sociale, on veut adapter, pardon, je me suis mal exprimé. On veut adapter les dépenses de sécurité sociale à la vieillissement de la population. Mais il y a beaucoup de gains à faire sur la partie administrative. 7% du budget de la sécurité sociale sont des dépenses administratives. En Allemagne, c'est 5,4% qui est affecté à des dépenses administratives. Il y a beaucoup d'argent à gagner dans ce domaine-là. Et puis, je vais vous faire le panorama de nos recettes, comme ça sera fait. On prévoit de gagner 40 milliards sur la lutte contre la fraude. Nicolas Dupont-Aignan, en 2013, a fait un rapport avec le communiste Alain Bouquet sur la fraude fiscale. Il a été élu député de l'année en 2013. Pour qu'un homme inscrit soit élu député de l'année, je peux vous dire qu'il fallait que le rapport soit très bon. Il a découvert qu'il y avait 80 milliards d'euros de fraude fiscale chaque année. On propose d'en récupérer 30 milliards. On propose donc 30 milliards comme ça. On propose de récupérer 10 milliards par la fraude fiscale, par la lutte contre la fraude fiscale. Supprimer l'AME.
faire un délai de carence de 5 ans. L'aide médicale d'État, pardon. L'aide médicale d'État. Il s'agit de supprimer l'appel d'air social. Lutter fin l'AME, lutte contre les fraudes à la carte vitale, lutte contre la fraude au RSA. Délai de carence de 5 ans pour les étrangers s'installant en France avant de pouvoir toucher les aides sociales, c'est-à-dire les allocations familiales, les allocations de logement. Je précise cette mesure, ça ne veut pas dire qu'ils toucheront la sécurité sociale et le chômage s'ils cotisent. Il ne s'agit pas de priver les étrangers de sécurité sociale, mais c'est juste de dire pas d'allocation familiale, allocation de logement pour éviter les appels d'air migratoires. Donc 40 milliards sur la fraude. Sur la diminution du train de l'État, on a prévu de gagner 15 milliards. On veut également créer un impôt sur le bénéfice consolidé des multinationales au prorata du chiffre d'affaires allié dans le pays. Assez cette optimisation fiscale, pardon. En 2015, eBay, je vais vous donner un chiffre un peu étonnant, a déclaré 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires au Royaume-Uni et 7 millions en France. En 2015, Google déclarait 33 employés en France et Facebook 17. Spontanément, je pense qu'il y a un problème. Donc, on veut prendre, là pour le coup, c'est une coopération avec l'ensemble des pays, mais on veut arrêter cette optimisation fiscale scandaleuse et qui ne profite pas à la France, puisqu'on a des taux d'IS supérieurs en moyenne, en tout cas nos amis irlandais, nos amis britanniques. On veut également récupérer 8 milliards de contributions nettes à l'Europe. Depuis 10 ans, on a versé 60 milliards à l'Europe. 60 milliards. Et ça n'a cessé d'augmenter. C'était 3 milliards en 2006-2007 et plutôt 8 milliards à l'heure actuelle. Pourquoi faire? Pour financer nos concurrents. La Pologne a récupéré 83 milliards d'euros au cours des 10 dernières années de la part de l'Union européenne. On est deuxième contributeur. Nos amis allemands ont donné 125 milliards à l'Union européenne. Nous, ça nous paraît totalement délirant de financer nos concurrents, donc on veut récupérer 8 milliards de cette manière. Donc il y a tout un ensemble de recettes, il y a beaucoup d'argent à récupérer, vraiment, qui n'a pas été récupéré par faute de manque de volonté politique. Oui, je rebondis sur la dernière ligne, quand vous dites qu'on a récupéré 8 milliards à l'Europe, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'Europe pour ça. Vous ne pouvez pas les réclamer. Pourquoi vous pourriez dire on va essayer de faire plus de programmes européens pour plus gagner en Europe? Ça, dans la recherche, on pourrait gagner 4 milliards si on avait, c'est la vieille remarque, si on utilisait bien les systèmes de financement de la recherche. À proportion de notre importance, on devrait récupérer 4 milliards de plus. On pourrait même récupérer 15 milliards, même 20 milliards de plus dans la recherche, à condition d'être les mieux-disants ou les meilleurs sur les programmes de recherche d'Europe. Donc vous ne pouvez pas le décréter. Vous pouvez décréter un certain nombre d'autres choses sur la gestion, sur l'aide médicale d'État, etc. Là, vous pouvez le décider. Sur l'Europe, vous ne pouvez pas. Si. Il y a deux choses. Monsieur Gall, il y a deux choses. La première chose, Margaret Thatcher avait plutôt réussi dans les années 80. Première chose. Ah ben elle a renégocié. Oui, elle a renégocié, d'accord, mais ça c'est d'accord. Bien ça, on négocie tout. Ah oui, alors je n'ai pas. Oui, en préambule, ah oui, j'aurais dû commencer par là. Si Nicolas Dupont-Aignan a été élu président, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Bruxelles, discuter avec tous nos partenaires, et on va tout renégocier, tous les accords. On ne dit pas qu'on va partir. On n'est pas Marine Le Pen ou d'autres gens. On va renégocier tous les accords. Il se trouve que je vous invite à regarder ça qui est sur le site de MDA 2017, où nous, on a écrit un traité alternatif. On a écrit un traité alternatif pour l'Union européenne. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est arriver et dire, écoutez, on veut renégocier l'Union européenne, enfin, une nouvelle Union européenne, sur la base de ce traité alternatif. Si vous êtes d'accord, on ne doute pas que la raison l'emportera et que les gens, qu'on arrivera à se mettre d'accord. Si la raison l'emporte, eh bien très bien, on reste, on fait un nouveau traité. Et si jamais il n'y a pas d'accord, eh bien on s'en va, tout simplement. On fait un référendum et on s'en va. C'est ce que dit Marine Le Pen. Non. Elle dit on va renégocier, et si on n'arrive pas à trouver d'accord, on fait un référendum pour sortir. Elle dit même, c'est les Français qui décideront. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais vous allez nous le préciser dedans, votre position sur l'euro aussi, bien sûr. Oui, je vais le préciser. Vous allez lire. Oui, je vais lire. Non, il y a une différence, c'est qu'encore
Encore une fois, nous, on a écrit un traité. On ne part pas de nulle part, on a écrit un traité. Bon, après, effectivement, ça, c'est la dernière position de Marine Le Pen. Mais écoutez, si elle est venue sur une position, tant mieux finalement. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quelques mois, elle ne disait pas ça. Il y a quelques mois, c'était référendum immédiat. Elle ne parlait pas de renégociation. Si elle est venue sur une position, qu'est-ce que vous dites? Nous, on aime bien être un modèle. Hein, non, mais, si modestement, voilà. Oui, l'euro. Est-ce que vous êtes pour sortir ou pas? En 2012, Nicolas Dupont-Aignan était pour la sortie de l'euro, très clairement. L'euro était totalement surévalué et Nicolas Dupont-Aignan s'en plaignait. Là, actuellement, la politique monétaire qui a été menée est assez raisonnable pour le coup et a permis de faire que l'euro soit à une valeur qui nous convient après nous autres Français. Donc, il n'y a pas d'urgence, il n'y a absolument aucune urgence. Je vais aller plus loin. L'euro actuellement reste très avantageux pour nos amis allemands, mais en revanche, il est très désavantageux pour les pays du Sud, pour l'Espagne, pour l'Italie. Si des gens doivent sortir en premier, clairement, ça ne sera pas nous. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que l'euro actuellement nous convient à peu près. Il faut être extrêmement vigilant, mais l'euro nous convient à peu près. Je précise, ceci étant, je précise une chose, c'est que l'euro n'est globalement pas une bonne chose. On ne va pas sortir tout de suite, on va regarder ce qui se passe. Mais globalement, l'euro n'est pas une bonne chose parce qu'on ne peut pas faire une monnaie avec des pays qui sont aussi différents en termes de normes fiscales, sociales et environnementales. Et en revanche, je précise une dernière chose. Pour l'instant, l'euro ne nous gêne pas, c'est pas gênant. Si jamais l'euro commençait à monter, là, ça deviendrait gênant. Gouverner, c'est prévoir. Il faut tout prévoir. Il faut prévoir qu'un jour l'euro monte, l'euro baisse, ou l'euro monte d'ailleurs plutôt. Et donc, il faut prévoir éventuellement une sortie de l'euro. Mais ce n'est pas l'urgence. Et je finirai en disant que le plus grand danger de la sortie de l'euro, c'est quoi? C'est de partir tout seul. De partir tout seul dans les camps. C'est d'avoir un franc complètement isolé. En revanche, si jamais on sortait de l'euro et qu'on gardait la coopération monétaire proche avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, avec une monnaie commune, pour le coup, là, dans ce cas-là, si on garde la coopération, il n'y a pas vraiment de problème. C'est juste qu'on a un peu plus de marge de manœuvre pour éventuellement dévaluer, mais ça ne pose pas de problème. Voilà. Je voulais préciser. C'est pas notre sujet, mais vous devriez regarder une chose qui ressemblerait non pas à la sortie du franc, mais à la sortie du Deutschmark. Et là, on garde l'euro pour tous les autres pays, qui se dévaluera par rapport au Deutschmark, et on fait un serpent monétaire à deux. Mais ça, c'est des montages, c'est pas le mieux. Revenons à la politique d'innovation. Vous avez des grands programmes, un système de financement. Ouais. Est-ce que vous arrivez à financer l'équivalent de ce que font les Américains pour les startups au sens large, c'est-à-dire 50 milliards aujourd'hui par an en moyenne, c'est parfois 40, parfois 75, financés principalement par des business angels. Comment est-ce qu'on fait pour faire le même effort en création d'entreprise, c'est-à-dire proportionnellement, ça fait 10 milliards par an, alors qu'aujourd'hui on est à 1 milliard. Comment on monte de 1 à 10? C'est la mesure dont je parlais tout à l'heure, c'est alléger la fiscalité du capital qui sélectionne nos investisseurs. On veut revenir à une taxation forfaitaire des plus-values inférieure à 25%. Si vous expliquez à un investisseur en capital risqueur qui paiera beaucoup moins d'impôts quand il investira dans des entreprises, dans des PME qui produisent en France, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il... Les Américains vont plus loin, non seulement ils ont des avantages, mais en plus, ils ont de la transparence fiscale. C'est-à-dire qu'au début, quand ils ont investi, et que la société est en déficit, ils peuvent déduire de leurs impôts les pertes, proportionnellement bien sûr, de la société. Et ensuite, quand il y a une plus-value, après, ils payent un peu sur les plus-values, sur la valeur de départ, pas sur la valeur à la réduction. Donc, ils ont un allègement extraordinaire dans les opérations mauvaises, qui fait que finalement, ils ne perdent plus grand-chose. Et comme ils gagnent de temps en temps, ils arrivent globalement à avoir des gros investisseurs. Parce que le taux, il faut quand même bien rappeler une chose, le taux de déchets est considérable. Il y a eu une statistique récemment sur 1000 affaires suivies, essentiellement en Californie par un organisme américain, 1000 affaires qui étaient des bonnes affaires au départ. 1000, au bout de quelques années, 500 giclés. Et finalement, il n'y en a pas un pour 1000 qui devient un unicorn. C'est-à-dire,
une licorne, une valeur de plus de 1 milliard. Il faut bien se rendre compte que pour avoir une valeur de plus de 1 milliard, on a investi beaucoup plus d'1 milliard. Et donc il y a une perte globale. Ce n'est pas une très bonne affaire si vous regardez les affaires brutes. Vous ne gagnez de l'argent dans ce métier que s'il y a des réductions, enfin, de la défiscalisation. Sinon, vous ne gagnez pas. Et donc, vous ne faites pas. C'est ce qui se passe. Alors, je précise, je suis rocher. Aux États-Unis, 98% des créations d'entreprises sont faites sous ce régime fiscal, de transparence fiscale, de déduction des pertes sur ces revenus nouveaux. Ouais. C'est quelque chose qui nous a été remonté quand on faisait le programme, effectivement. Ça ne figure pas dans le programme actuellement, mais pourquoi pas. Effectivement, si vous tentez 10 fois, vous aurez souvent 9 pertes. C'est pire que ça. Là, la disposition a été prise, elle a été votée en France, et il y a une petite astuce qu'a mis en place le service de législation fiscale, et qui fait qu'on peut faire cette imputation uniquement sur les revenus de même nature. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire. Non, mais c'est. Vous êtes ouvert à cette idée? Oui, on est tout à fait ouvert à cette idée. On ne l'a pas mis dans le projet parce qu'on ne peut pas tout mettre, mais on est tout à fait ouvert à cette idée. Elle nous a été remontée et non, moi, on est tout à fait ouvert pour le projet. Chapter S aux États-Unis. Chapter S. Très bien. Et je finirai d'ailleurs sur les jeunes entreprises innovantes. Il y a déjà des aides pour les jeunes entreprises innovantes, mais nous, on veut simplifier ça et on veut faire un dispositif zéro charge, zéro impôt pendant 3 ans. Oui, alors j'ai vu ça et ça m'a fait dire tout dépend de ce que vous appelez une entreprise innovante. Actuellement, la définition de l'entreprise innovante est extraordinairement restrictive. C'est parfait pour les gens qui font de la biotech et de la microélectronique. C'est moins de 8 ans avec des dépenses de recherche représentant au moins 15% des charges fiscalement déductibles au titre du même exercice. C'est la GRI. Eh bien, ça ne marche pas. C'est trop restreint. C'est trop restreint. Bah, c'est pas vrai que ça marche pas. Ça marche sur un créneau. Ça marche sur un petit créneau. Très technique. Oui, d'accord, mais c'est ça pas marche comme parce qu'entre-temps, le dispositif a été remanié à plusieurs reprises et justement, vous étiez en train de parler de l'ISF-PME. Oui. L'ISF-PME, c'est un dispositif qui a été remanié justement avec un dispositif qui vient de l'Europe. Et l'ISF-PME a été recentré sur les jeunes entreprises innovantes. Vous comptez revenir sur ce critère-là Sur l'ISF-PME? l'ISF-PME. Non, ça restera les entreprises innovantes. Non, nous, on veut un critère PME innovante produisant en France. D'accord. Mais pas jeune PME innovante. Non, pas forcément les GUI. En revanche, comme je le disais, sur le GUI, on veut faire zéro charge pendant 3 ans. Excusez-moi, pour bien cerner, le zéro charge, zéro impôt pendant 3 ans, c'est sur le périmètre actuel de GUI. Oui, tout à fait. Oui, et qu'est-ce qui se passe après les 3 ans? On revient sur le... Non, parce que j'ai plus mon anti-sèche, mais dans les aides au GUI, c'est 50% de réduction de charge et pas d'impôt pendant 7 ans ou l'inverse. C'est ça, 7 ans. Non, c'est l'inverse. Vous avez une partie exonération sociale et vous avez une partie exonération fiscale sur les bénéfices, par exemple, mais qui a été revue et qui est sur une période très courte. À la base, c'était sur 3 ans, ça a été revu sur 2 ans, avec moitié-moitié. D'accord. Et qu'est-ce qui est sur 7 ans? C'est l'exonération. Non, les conditions, c'est les critères d'éligibilité au dispositif de jeunes entreprises innovantes. D'accord. Moi, je plaide pour qu'on ouvre largement le dispositif aux entreprises réellement créées et que ce ne soit pas uniquement que le taux de recherche ne soit pas aussi élevé. Parce que ça restreint énormément l'application. Il faut ouvrir l'entrepreneuriat, y compris l'entrepreneuriat apparemment, je dis bien apparemment faiblement innovant, parce que c'est celui-là qui va créer rapidement de l'emploi. Les trucs très innovants, ça va être long, ça va être génial. Vous inventez la voiture, évidemment, un siècle après, ça vous fait des centaines de milliers d'emplois. Mais c'est long. Alors que les petites améliorations, les entreprises faiblement innovantes sont très intéressantes pour l'emploi immédiat. D'accord, mais je note. Voilà. C'est un point important économiquement. Oui, Pour les conséquences économiques. les conséquences, c'est... Sur le coût aussi. Oui, ça peut aller vite. Il y a quelque chose qu'il faut bien voir dans les subventions à la recherche, c'est que si vous subventionnez des recherches fondamentales pour faire des ruptures,
l'effet se produira dans 30 ans, dans une génération au minimum. Mais il faut le faire. Mais il faut le faire. Oui, et si vous voulez en même temps avoir de l'efficacité à court terme, financer de la recherche applicative relativement simple, vous aurez de l'effet immédiat. Le jour où vous trouvez le moyen d'avoir des pneus qui coûtent 30 € de moins sur les voitures, c'est 100 millions de voitures par an. Oui, tout à fait. Ça va vite. Alors que si vous inventez la voiture, il vous faut un siècle. Oui, tout à fait. Donc il faut faire les deux. Il ne faut pas oublier les petites améliorations. Est-ce que vous comptez utiliser les marchés publics pour favoriser les entreprises françaises d'une part, et d'autre part, quand tous les systèmes de défiscalisation et d'encouragement d'investissement que vous mettez en place, vous précisez les entreprises, les PME françaises, je ne sais pas si c'est que les PME d'ailleurs, si ça peut monter au-delà, les OTI notamment, les entreprises françaises qui investissent et créent des emplois en France. Là, au niveau européen, je vous pose la question, est-ce que ça ne pose pas un problème par rapport aux législations européennes d'avoir ce type de restrictions? Je vais être très clair, si ça pose problème, mais on s'en fiche complètement. Oui, d'accord. Et donc, vous assumez bras le fer avec la... Voilà, c'est clair. Oui. Je veux dire quelque chose que Jean-Luc Mélenchon disait, c'est pas notre camp, mais en 2012, il disait un truc qui était très vrai. Il disait, quand la France s'assied à la table de l'Union européenne, ça fait du bruit. On est la France, il faut arrêter de se dénigrer. Si on s'en va, c'est fini l'Europe. Enfin, l'Union européenne, pardon. L'Union européenne est finie. Donc il ne faut pas se dénigrer. L'Europe, c'est nous. L'Europe, c'est la France. Si la France n'est plus là, il n'y a pas ce maillon qui tient l'Allemagne et les autres, et c'est fini. Donc, il serait temps de retrouver ce que De Gaulle savait faire dans les années 60 avec sa politique de la chaise vide. Il serait temps de retrouver, d'être conscient que nous sommes un petit pays, mais une grande nation. Et oui, la part de marché public, oui, bien sûr. On veut réserver 75% de la commande publique pour des entreprises produisant en France et 50% au total pour des PME produisant en France. Est-ce que vous introduirez dans cette référence éventuellement la notion d'innovation? Est-ce que vous pouvez envisager d'avoir une clause qui favorise les entreprises innovantes? Alors on retombe effectivement sur la problématique de la définition de l'entreprise innovante. Mais, bon. Il y a eu ça dans quelques projets de loi, mais entre les navettes avec le Sénat, ça s'est évaporé. C'est des dispositions qui ont été écrites déjà par des gens, des socialistes et autres d'ailleurs, de l'Office parlementaire de l'évaluation de la scientifique et technique. Ça n'a jamais été marqué. Oui, dans le nouveau code des marchés publics, il y a sur l'alinéa sur l'innovation. Et c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Le ministère de l'Intérieur s'est adressé à nous pour nous aider, parce que ce qu'on dit, c'est que finalement, par nature, quand on fait un appel d'offres public... Ouais, est-ce que tu peux te présenter comme ça, tu dis oui, comme ça, oui, mon nom est Paul Robert, France Cluster, qui regroupe 200 points d'entreprise, cluster, pôle de compétitivité, ce qui correspond à 60 000 entreprises de croissance. Et donc, ce qu'on constate, effectivement, que d'une part, il y a distorsion de concurrence lorsqu'il s'agit de donner une préférence aux PME, et deuxièmement, ce qui concerne le code des marchés publics, il y a cette notion qui intervient, mais par nature, déjà, quand on choisit une entreprise, de préférence, on choisit l'offre innovante. Mais une fois posé cette question de cette manière-là, ensuite, comment faire pour pouvoir véritablement compter pour des propositions innovantes? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les acheteurs publics se font essentiellement sur la moyennement, en gros. Voilà. Donc vous avez sans doute une recette. Il faut que l'État soit probablement assez volontariste dans cette histoire, sinon... Il faut que l'État soit volontariste. On va effectivement créer un État stratège, créer des commissariats aux filières d'avenir pour étudier ces questions-là. Et alors, pour revenir sur votre question, oui, pourquoi pas mettre un quota pour les PME ou TI innovantes? Oui, pourquoi pas. Mais là, pour le coup, le message politique, c'est très clairement dire oui, on a une préférence pour les entreprises qui produisent en France. Il y a aussi une différence sur laquelle je voudrais insister. Je sais que vous êtes au courant et vous êtes parfaitement fait de ça, mais tous nos concurrents ne le sont pas. On parle bien des entreprises qui produisent en France, pas des entreprises françaises. Il vaut mieux une Toyota produite à Valenciennes qu'une Renault produite au Maroc. L'idéal, c'est évidemment la Renault produite à Paris. Ça, c'est un peu... Non, pas à Paris, la pollution. Oui, pas à Paris.
sont modernes. Oui. Oui, bonjour, Arthur de l'école de guerre économique. On parle beaucoup d'innovation, mais j'aimerais entendre aussi si on a beaucoup de grandes entreprises françaises, des fleurons, qu'on perd, qui ont du savoir-faire, qui innovent, dont l'État arrête l'appui, je pense à Areva, je pense à EDF. Et pour prendre un exemple allemand, je prends le GIZ allemand, qui aide les entreprises innovantes ou les anciennes à s'implanter à l'étranger par le réseau des ambassades, ce que ne fait plus la France. Donc est-ce que dans votre programme, il y a un accompagnement et une volonté qui pourra se rapprocher du rapport Marx, par exemple? Oui, tout à fait. Pour l'aide à l'investissement à l'étranger, les entreprises à l'étranger, oui, effectivement, c'est fondamental parce que notre balance commerciale est en déficit de 48 milliards. Il y a deux manières de réduire la déficit de la balance commerciale. C'est moins importé et plus exporté. Effectivement, il faut aider les Français, les entreprises françaises à s'implanter à l'étranger. D'abord, il y a quelque chose qui nous semble fondamental, c'est arrêter ce French bashing. On est quand même le seul pays du monde qui passe son temps à s'auto-mettre des coups de fouet. Les Allemands, quand ils vont, un Allemand qui vit à l'étranger, il va spontanément acheter une BMW ou je ne sais pas quoi. Nous, non. Nous, on est les seuls à perpétuellement critiquer nos marques françaises, nos fleurons. Donc ça, pour le coup, c'est effectivement une énorme erreur. Il faut arrêter ce French bashing, enfin cette auto-French bashing. Il faut également, mettre en place, que ce soit la BPI ou que ce soit pour une grande banque publique, effectivement, un mode de financement pour les entreprises qui s'établissent à l'étranger. Par exemple, je vais prendre un exemple. Vous cherchez à vous implanter en Russie ou en Iran, dans le cas de l'Iran, parce que c'est un pays qui s'ouvre. Les banques françaises ne prêtent pas. C'est plutôt la rétorsion américaine. Les banques, parce elles ont une attitude qui fait que, on a bien vu des amendes scandaleuses d'ailleurs de la BNP il y a quelques années par le gouvernement américain, je ne sais pas comment on a pu laisser passer ça. Il y a une règle qu'il faut bien avoir en tête dans la guerre économique qui est menée, l'effort respecte l'effort. Et c'est quelque chose que nos gouvernements, que la Commission européenne semble avoir totalement oublié. L'effort respecte l'effort. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument permettre à nos entreprises de s'établir partout, en Russie, en Iran, que ce soit Poutine, que ce soit le gouvernement, on s'en fiche. C'est à nous de décider, c'est à la France de décider si elle veut aider ces entreprises à s'implanter là-bas. Et d'ailleurs, elle veut s'y aider. On doit mener une politique d'étrangers indépendants. Il faut absolument créer. Je ne sais pas si c'est une branche de la BPI, on ne sait pas si c'est une branche de la Poste, on ne sait pas si c'est une structure ad hoc, mais il faut aider les entreprises à financer leur développement en Russie, en Iran, enfin je ne sais pas pourquoi j'ai ces deux exemples en tête. Mais... Alors du coup, comment vous feriez pour contourner l'extraterritorialité du droit américain qui fait qu'aujourd'hui ça bloque tout par le dollar? Tout simplement en créant une banque française qui s'occuperait de ça, tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, actuellement, la BNP, la Société Générale, nos banques ont peur, et je peux comprendre qu'elles aient peur de la rétorsion. Si vraiment on crée une banque d'État, il y aura encore une fois, l'effort respecte l'effort. Il faut savoir montrer le muscle parfois. On a depuis De Gaulle et Pompidou, on a arrêté ça. On se dit, oui, la France est un petit pays, oui, on est sous-surpris. Il faut arrêter de dire des bêtises. On est un pays richissime de ses ingénieurs, de ses chercheurs. On a aussi des partenaires européens avec qui on est en affaires depuis très longtemps, les Allemands, le Benelux. On ne dit pas qu'il faut être tout seul, hein. Entendons-nous bien. On n'est pas seul, on a des voisins. Et je veux aussi d'ailleurs faire une petite parenthèse qui est assez différente de notre sujet. Actuellement, on a tendance à remonter la France comme un hexagone coincé à l'ouest de l'Europe. Mais c'est pas ça la France. La France c'est un pays monde. La France a comme voisin dans le Pacifique l'Australie, le Chili près de la Terre de Feu. La France est un pays monde. La France a une zone économique exclusive de 11 millions de kilomètres carrés. La France est la deuxième surface dans le monde, si on compte la zone économique exclusive, derrière les États-Unis. Donc il faut arrêter de se fouetter. Nous sommes un immense pays, il faut en être conscient et en être fier. Et pour le coup, je fais une petite parenthèse sur la politique de la mer, mais ça, l'orgueil, il faut le développer. Là, pour le coup, je ne sais plus qui vous parlez, je crois que c'est vous, de la comparaison avec les autres programmes. Pour le coup, il n'y a que Mélenchon qui en parle. Mais il n'y a que nous et Mélenchon. Mais on a raison. Mélenchon est un des meilleurs experts internationaux, ça on ne sait pas. Mais en matière d'intelligence économique, c'est un grand expert. Il y a deux sujets qu'il faudrait traiter dans la fin, les heures qui nous restent. Le
pas chargé d'accompagner l'innovation. Alors là, ça peut prendre différentes formes, mais on a aujourd'hui un Conseil national du numérique, on nous dit qu'on a un comité national d'éthique médicale, mais qui a une grande expérience sur l'éthique. On a un conseil d'analyse économique. Est-ce que tout ça, ça ne devrait pas être rassemblé en un grand conseil de l'innovation sous la direction? C'est pas un conseil, encore une fois, c'est pas une assemblée, c'est un conseil. Donc il ne s'agit pas de lui donner un poids de vote politique, mais qu'on rassemble un peu et qu'on dans un même endroit, de temps en temps, les gens qui réfléchissent à l'innovation. Et puis dans l'État, est-ce qu'on met en place une structure qui soit interministérielle pour pouvoir faire avancer le sujet? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. La France a un souci, et je vais lancer mon raisonnement, mais il faut que je parle de l'étiquette après. Je vous le dis juste. La France a un souci, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a des commissariats un peu partout, c'est extrêmement dispatché. Nous, ce qu'on veut, c'est dans notre programme pour le coup, on veut créer un grand commissariat aux filières d'avenir et redéployer les moyens existants dispersés. Et concentrer, les moyens existants dispersés, qui sera chargé de définir des filières à développer en priorité avec les dépenses publiques et d'évaluer l'implication de l'État nécessaire pour relever ces enjeux de demain dans ce secteur, afin de favoriser des externalités positives pour nos TPE, PME, ETI. C'est fondamental de regrouper toutes ces structures qui se baladent afin d'avoir un vrai poids. Et ça me faisait penser à l'étiquetage, qui est quelque chose de... Je change un peu de sujet, mais il y a quelque chose qu'on voudrait mettre en place, c'est une étiquette sur tous les produits faits en France, vendus en France, qui donne aux consommateurs le pourcentage de produits en France. C'est-à-dire, par exemple, tel produit, telle veste, telle chemise, elle a été fabriquée à 55% en France, à 45% en France, afin de permettre aux consommateurs d'avoir une vision claire de ce qui est vraiment produit en France. Et également de permettre aux touristes de savoir quand un produit est réellement produit en France, parce que il ne vous a pas échappé qu'on avait une très belle image de marque, la marque France est une très belle image de marque à l'étranger, et ça serait bien que les touristes américains, allemands ou je ne sais pas d'où ne viennent pas en France pour acheter des produits qui s'imaginent français, made in France, alors qu'en fait c'est des trucs fabriqués en Chine ou je ne sais pas où. Voilà, tous les souvenirs produits en Chine, ça serait bien que les Américains puissent voir, mais en gros, dans une étiquette made in 80% fabriqué en Chine, made in China. Ça serait une idée. Et c'est pour ça que ça me faisait penser à l'étiquette de votre question. C'est qu'actuellement, on a plein de labels en France. On a fait en Bourgogne, fait je sais pas où. Il y a une foultitude de labels et on finit par se perdre. Vous achetez un produit, on va vous dire qu'il est fait en France, fait dans telle région, fait dans tel département. Il faut un label unique. Un label unique tel que pour que tout le monde puisse reconnaître immédiatement, se dire ça c'est un vrai label. Ça c'est le label tamponné par l'État français. Parce que vous avez plein de labels, mais vous finissez par vous dire mais est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que ça vaut cette étiquette? Non, il en faut quelque chose, une seule étiquette commune à tous avec la part du pourcentage fait en France. Et donc je reviens sur la question initiale, où effectivement il faut un commissariat en filière d'avenir qui regroupe l'ensemble de toutes les petites instances. Moi je vous pose une première question. Oui, je vais terminer sur le commissariat. Il y avait dans du temps du général de Gaulle un délégué interministériel à la recherche scientifique et technique. Et les gens qui ont été à ces postes-là m'ont toujours dit que c'était des postes merveilleux, 10 fois mieux que le secrétariat d'État après sur la recherche, parce qu'ils étaient auprès du Premier ministre. Donc l'important dans le commissariat, quel que soit le titre, commissaire, ministre, c'est être auprès du Premier ministre, pas auprès du ministre des Finances. Complètement. Parce que c'est le commissaire qui va rédiger les bleus, si vous connaissez la procédure gouvernementale. Le bleu de Matignon, c'est ce qui consigne la décision du Premier ministre et qui s'applique. C'est là que s'exerce le pouvoir. Et si vous êtes le bras droit du Premier ministre, même si vous êtes un fonctionnaire, et c'est vous qui rédigez le bleu, vous avez le pouvoir et vous pouvez faire avancer les choses. Ouais, l'histoire par contre, Aigrin, Curien, c'est Aigrin qui m'a raconté ça. Et il en rêvait encore.
Et si on ne veut pas le faire, on le fera dans les régions comme Alain Rousset qui vient de créer ça Datar. En Nouvelle-Aquitaine. Datar. Non, mais c'est une bonne idée, mais ce que on disait, c'est qu'il est temps d'avoir un truc unique à l'échelle nationale pour donner une vraie impulsion. Bien sûr. Voilà. Oui, on n'est quand même pas plus grand que la Californie. On appelle Oui, sous-région. Le premier sujet, c'est le principe d'innovation. Le principe de précaution et d'innovation. Qu'est-ce que vous comptez faire sur l'opinion publique? On sort d'une période où l'opinion publique et l'opinion politique peu à peu cédé ou choisi de devenir un peu écologiste. Alors avec parfois des choses assez bizarres comme le changement d'éclairage qui a été une opération merveilleuse, sauf que les produits qu'on met sont extrêmement polluants. Oui, c'est vrai. Mais par contre, on a voté pour le CO2, la réduction du CO2, on ne sait pas encore comment on va le faire. On voit bien qu'il y a. Comment est-ce qu'on fait pour, sans refuser la précaution qui est nécessaire? Quand vous lisez le principe de précaution, vous ne pouvez pas dire non. Il faut le relire. Et quand vous le relisez, vous le faites lire à un gamin de 15 ans, il dit oui, c'est bien, je suis d'accord. Donc vous ne pouvez pas le relire. Vous ne pourrez jamais. Parce que vous aurez une opinion qui se retournera. Donc il faut, avec partir de ça, faire quelque chose qui permette quand même d'innover. Non seulement qui permette, mais qui mette en place une sorte de devoir d'innover. C'est plus que la permission. Alors, je vais être très clair, entre l'idéologie des Khmer verts et Donald Trump, il y a un espace. Malheureusement, en France, on fait comme si on est ou Khmer vert, ou on ouvre tout nucléaire sans aucune rénovation des centrales. Il y a vraiment un espace. Et pour le coup, je vais prendre la question par exemple des OGM. Le principe de précaution s'applique actuellement. Les OGM, tels qu'ils sont faits actuellement, je ne vais pas vous mentir, on est contre. On est contre parce que ils sont, souvent c'est des produits qui sont importés des États-Unis, des semences importées des États-Unis, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on est contre la recherche. On est pour la recherche dans des OGM, dans des organismes génétiquement modifiés. On est pour la recherche médicale, évidemment. On est contre le transhumanisme, mais on est pour la recherche médicale. Il faut avoir une position équilibrée sur ces sujets. C'est extrêmement important. Et en France, on a une position totalement déséquilibrée. C'est l'idéologie totalement sectaire de nos amis écologistes, qui ne sont pas nos amis d'ailleurs, des écologistes, du parti écologiste, ou une espèce de lobby qui veut aller vers le gaz de schiste sans réfléchir, qui veut ne rien toucher au nucléaire actuel. Non, il y a 20 stades intermédiaires, et très clairement, il faut arriver. Je suis désolé, c'est une réponse Michel Michou, mais c'est une réponse réaliste aussi. C'est une réponse où. Vous seriez pour l'adoption d'un principe constitutionnel d'innovation? Vous savez, nous sommes assez gaullistes et c'est peut-être un peu conservateur, mais on n'aime pas trop toucher à la Constitution. La Constitution du général. Oui, mais je veux dire, vous avez un principe constitutionnel de précaution qui, par conséquent, pèse parce qu'il est là. C'est une vraie référence qui est supérieure à toutes les autres. Si vous ne mettez pas en face quelque chose qui équilibre, ça finira toujours par poser plus lourd. Vous l'avez dit vous-même, le principe de précaution est quelque chose de raisonnable. Oui, mais on l'applique là de façon d'autant plus raisonnable qu'il y a un équilibre sur lequel on puisse s'appuyer. Si on crée un devoir d'innovation, on aura le principe de précaution en face. Alors on réfléchira à ces questions. Alors c'est nécessaire pour une raison fondamentale, c'est que ce qu'on ne comprend pas bien, mais c'est que l'extraordinaire montée en puissance de notre économie, de nos économies, et donc de l'homme, fait qu'aujourd'hui, il est capable de détruire son environnement, ce qui était complètement exclu il y a un siècle. On n'était pas capable. Aujourd'hui, l'homme peut détruire à une vitesse qui est folle. Et donc il faut, regarder ce qu'a fait la Russie sur le lac pour cultiver du coton, la mer Noire, c'est pas terrible non plus. Enfin bon, on voit bien qu'on est à la limite du déraisonnable. Donc il faut avoir ce principe de précaution. Je crois que la Terre entière est d'accord. D'ailleurs, il y a un accord européen, même si on l'a enlevé de la Constitution, il y a un accord européen et il s'applique de la même façon. Mais le fait que ce soit inscrit dans notre Constitution, il donne un poids particulier. Il ne s'agit pas de le supprimer, il s'agit de dire qu'il ne faut pas oublier qu'il faut bouger. Parce que sinon, on va rester tranquillement.
Alors, vous avez vu notre programme qui est l'investissement dans la fission du thorium, l'investissement dans la mécanique quantique. Ah, effectivement, on est tout à fait d'accord, il faut bouger. Il faut bouger très très vite et nous, on veut bouger. Moi, en revanche, je pense qu'on peut bouger sans... non, je vais répondre différemment. Le principe d'innovation, pourquoi pas? Il n'est pas dans le projet, vous ne le trouverez pas. Mais je vous dis pourquoi pas. Mais en revanche, ce qui est essentiel, c'est de ne pas adopter de vision sectaire et effectivement de permettre à la France d'innover parce que c'est l'innovation qui nous permettra de revenir dans le peloton de tête des pays au XXIe siècle, très clairement. Mais en revanche, il faut quand même faire attention à certaines choses. Je vous invite à regarder, je vous donne les chiffres, donc c'est pas la peine de regarder, mais les affections de longue durée. Vous savez, c'est les cancers, les diabètes. Ils sont passés en 15 ans, entre 1999 et là actuellement 2015, de 3,3 millions en France à 10 millions. Nous, on a multiplié par 3 les affections de longue durée. C'est lié à quoi? Il y a un peu de vieillissement de la population, évidemment, mais c'est pas que ça. Hein. C'est qu'on mange de plus en plus mal, on vit de plus en plus mal, on a de plus en plus de pollution. Pourquoi je dis ça? Je dis ça tout simplement pour rappeler qu'il faut aussi adopter une position, comme je vous l'ai dit, assez équilibrée. Il faut faire attention aux apprentis sorciers qui voudraient clairement faire n'importe quoi. Je sais que c'est pas votre cas, vous pensez à l'innovation aux entreprises, mais je vais vous donner un autre exemple. Si vous commencez à faire à appliquer ce genre de principe d'innovation et à réduire l'importance du principe de précaution, vous aurez des gens qui commenceront à faire des choses en termes de génétique un peu étranges, qui commenceront à vouloir sélectionner. Oui. Non, mais c'est déjà le cas. Non, mais c'est déjà le cas, mais ce que je veux dire, c'est je vais faire un petit bond sur le côté sur un autre sujet. Par exemple, je vais vous donner un exemple de recherche scientifique qui ne nous convient absolument pas. Tout ce qui concerne la gestation pour autrui, par exemple. On est totalement contre. C'est le fait que le ventre des femmes devienne une marchandise, on est totalement opposé. Et ça, c'est des avancées scientifiques qui ne nous conviennent pas pour nous. Tout n'est pas bon dans la science. Et il faut le répéter. Et le principe de précaution, c'est un garde-fou qui n'est pas si mauvais que ça. Donc, pour répondre à votre question initiale, pourquoi pas, mais attention quand même. Les affections de longue durée augmentent, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, il faut faire attention. Il faut être mesuré. Sur la recherche, on connaît votre méfiance à l'égard de l'Europe. Est-ce que vous avez présenté dans les grands programmes de recherche sont nationaux, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi réfléchir à des grands projets européens? Les plus grands aujourd'hui au monde sont européens. Alors je vais reprendre notre position sur l'Europe parce que vous avez tout à fait raison, et j'aurais dû commencer par là. Nicolas Dupont-Aignan aime l'Europe. Il n'aime juste pas la manière dont cette Union européenne a été faite. Je parlais de l'institution. Oui, je vais y revenir. Nous, on veut des alliances à la carte entre les pays européens, autour de grands projets. Comme l'ont été les projets Airbus, comme l'ont été le projet Ariane. Ce n'étaient pas des projets de l'Union européenne ou de la CE, c'est des projets bilatéraux, trilatéraux. On veut des grands projets à l'échelle européenne, des grandes coopérations sur des sujets comme la lutte contre le cancer, la lutte contre Alzheimer, le véhicule propre, les panneaux solaires de nouvelle génération. On va également développer un plan pour l'Afrique à l'échelle européenne. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, c'est quoi le plan pour l'Afrique? Le plan pour l'Afrique, ça consiste à dire la chose suivante. La population africaine va être multipliée par 4 d'ici 2050. Il n'est pas possible de laisser ce continent dans l'état où il est sans s'en préoccuper parce que, d'une part, humanitairement, c'est totalement insupportable de laisser les choses comme ça, et d'autre part, on n'aura toujours plus d'immigration. Donc il faut lancer un grand plan à l'échelle européenne pour développer l'Afrique, électrifier l'Afrique et fixer les populations en Afrique. Et ça, c'est typiquement le genre de programme qu'on veut à l'échelle européenne. Il y a plein de programmes, nous c'est ce qu'on veut, des grands projets à l'échelle européenne. On en a marre que l'Union européenne s'intéresse à la taille des bananes, à la taille de nos productions. On en a marre que l'Union européenne étouffe sous le poids des réglementations les PME, les TPE. En revanche, il faut faire des grands partenariats avec nos voisins européens sur des sujets comme ça. Et sur l'Afrique, je reviens là-dessus, sur l'Afrique par exemple, vous savez peut-être qu'actuellement, l'Union européenne fait imprimer 1 000 milliards d'euros pour l'ensemble des pays de l'Union européenne
Et ben nous, on dit simplement, sur ces 1 000 milliards d'euros, il faudrait en prendre 5% ou même 1% pour l'Afrique, pour développer l'Afrique. C'est une urgence absolue. Et ça, c'est le genre de projet qu'on ne fera pas tout seul. On n'a pas tout à fait la surface financière et on a quelques dettes. Mais c'est vraiment un projet qu'on veut faire à l'échelle européenne. Donc oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est même une des clés du programme du pognon sur l'Europe, faire des coopérations, des grands projets avec nos voisins sur des avancées scientifiques, sur des avancées humanitaires comme on a. D'autres questions? Oui, qu'est-ce que vous pensez de la concurrence entre la BPI France et la Banque européenne d'investissement, notamment sa filiale Fonds européen d'investissement? La BPI France, c'était une très bonne idée, mais c'est pas extrêmement bien géré. Plus généralement, je reviens sur votre question, mais c'est une structure qui sélectionne mal les projets qu'elle va aider. Donc, très clairement, il y a beaucoup de choses à reprendre sur la BPI. La personne qui avait fait le programme avec moi avait été passée sous les fourches codines de la BPI et m'avait expliqué que les gens qui sélectionnaient des projets de recherche n'étaient pas du tout des scientifiques, étaient des purs administratifs. Donc il y a beaucoup de choses à revoir dans le fonctionnement de la BPI et effectivement coordonner éventuellement les activités de la BPI avec les fonds d'investissement pour la recherche européens, sachant la Banque européenne d'investissement. Oui. Sachant également que la France doit également retrouver ses prérogatives en termes de loi, de budget. Donc, on sera toujours plus favorable à des... il y a un proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Il faut que la France cède elle-même avant de compter sur l'autre. Alors, le ciel, c'est bien, mais la monnaie, c'est mieux. Oui. Et en particulier, regardez, ça, bon, c'est très connu, hein, c'est la vallée de la mort. Oui. C'est-à-dire la zone où véritablement nos entreprises ne trouvent pas de solution. Alors la Banque européenne d'investissement a mis en place un certain nombre de systèmes qui permettent de remplir cette vallée de la mort. Sauf qu'elle est en concurrence féroce, notamment dans les régions, avec les pays France. Donc vous, qu'est-ce que vous faites pour arbitrer et surtout pour aller dans le sens? Alors sur la vallée de la mort, en premier point, je vais vous dire rapidement, mais on veut créer une allocation entrepreneur innovation technologique pour favoriser la maturation d'un projet technologique innovant. Et cette allocation serait limitée à une période non renouvelable de 2 ans. Ça, c'est pour l'instant vallée de la mort. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, oui, il est urgent que les intenses se parlent. C'était le sens d'ailleurs de notre commissariat au filières d'avenir dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y ait beaucoup plus de cohérence entre les divers aides pour les chercheurs, pas que les chercheurs, de façon générale, mais pour les chercheurs. Oui, effectivement, alors, je ne vous cache pas qu'on ne peut pas tout voir quand on fait un projet, mais ça, pour le coup, effectivement, merci de le signaler, c'est quelque chose d'anormal. Et en plus de cette allocation pour les chercheurs universitaires voulant se lancer, il faut effectivement que la BPI et la Banque européenne d'investissement s'entendent, parce que c'est absurde de faire des doublons ou que pour certaines zones, j'imagine qu'il y a des doublons et pour d'autres, il n'y a rien. Pour la petite histoire, c'est quand même intéressant de voir que les régions qui gèrent le FEDER ne savent pas comment faire pour le gérer parce qu'il y a contrôle sur contrôle sur contrôle sur contrôle. Et donc, la PEI dit, écoutez, donnez-nous votre FEDER et nous, on va le recycler dans des solutions financières qui permettent de répondre à ces questions-là. Ce qui veut dire que tout le monde est gagnant. Alors, il y a le FEDER qui évite d'être reconduit vers Bruxelles, la BEI qui gagne sa vie, notamment par sa filiale Fonds européen d'investissement, et nos boîtes qui, elles, ont effectivement une possibilité d'accès à des instruments. Mais il y a un barrage. Pour l'instant, il n'y a qu'une région française qui a réussi à mettre en place un système. Une seule. Qui est l'Occitanie, enfin l'ancienne Languedoc aussi. Voilà. Enfin, je vais attirer l'attention sur cette question-là, qui est importante quand même. Non, mais oui, tout à fait. Preuve de concept, ok, c'est bon, on y va. Ah oui, mais non, on n'a pas les moyens. Très bien. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour conclure? Ouais. Une petite conclusion qui est de dire sur l'innovation et rappeler quelques vérités. On a une campagne assez négative où il y a des affaires, où les gens parlent de la crise.
moi, nous, et Nicolas Dupont-Aignan surtout, je voudrais dire une chose très claire, rien n'est perdu. Notre pays dispose de nombreux atouts qui sont insuffisamment exploités. On a l'indice de fécondité le plus élevé d'Europe. C'est important ça, nous dire. On a un haut niveau de formation des ressources humaines permis par notre système éducatif qui a des défauts, mais en termes dans l'excellence, il est quand même très fort. Dans les grandes écoles, les meilleures universités. On a des niveaux de productivité parmi les plus élevés du monde. On a des grandes entreprises de taille mondiale qui ont des effets d'entraînement sur le tissu d'entrepreneurs. On a un haut niveau de développement de nos infrastructures. On a le TGV, on a une des électricités les moins chères d'Europe. On a des hôpitaux, des médecins très compétents. Mais il faut réagir rapidement. Très clairement, le destin de notre pays se joue maintenant. Sur notre capacité à imaginer la France de 2050. Et comme je le dis en introduction, il faut préparer la France à relever les défis de demain, notamment la conversion des inventions en innovation, notamment la bataille des brevets, comme j'ai pu vous le dire. Il faut agir vraiment très vite et je vous appelle à bien réfléchir, à bien regarder ce que les gens proposent sur l'innovation, à bien regarder ce que les candidats proposent sur l'innovation. Voilà, merci.